Et bienvenue chez nous, chez Edwin Tech. On est là ce soir pour vous montrer comment ça se passe, un entretien de recrutement chez Edwin au niveau technique. Donc je suis accompagné ce soir de Rui et de Romain. Salut messieurs, comment ça va? N'oubliez pas de réactiver vos micros. Bonjour Ça Vincent, va très bien. bonjour Romain. Eh ben, merci Ça va de vous très prêter bien. au jeu ce soir. Si j'ai bien compris, c'est toi, Rui, qui va endosser ton costume d'évaluateur, t'as l'habitude. Et en revanche, Romain, toi, ça fait un petit bout de temps. Tu passes de l'autre côté et c'est toi qui vas être le cobaye de la soirée. C'est bien ça? C'est ça, je perds mon emploi là pour l'espace de quelques instants et je vais essayer de le récupérer ce soir. Eh ben, Tu passes pas tes virées, de toute façon, je te le dis. on compte beaucoup sur toi. Tout va bien se passer. On compte beaucoup sur toi. Tout va très bien se passer. On peut peut-être commencer par dire ce que c'est qu'un entretien. Il y a tout un écosystème, hein. C'est pas juste l'entretien technique. Et puis moi, j'ai pas tant le rôle d'évaluateur que de sparring partner. Je préfère le voir comme ça. C'est vraiment pour accompagner la personne. D'ailleurs, ce serait bien qu'on commence par ça, Vincent, qu'on parle de ça. Je vais vous montrer. Je vais vous partager mon écran et je vais vous montrer ce que je reçois au début. Voilà. Moi, de la part de Vincent, j'ai reçu ce document. Et ce document, en fait, il explique quels sont les paramètres que Vincent voudrait voir apparaître dans mon analyse, dans mon retour de l'entretien. Donc, vous voyez en fait que c'est à la fois de la technique, donc des frameworks, de la capacité à développer, à faire du test, à travailler sur le clean code, mais aussi de l'attitude, c'est-à-dire savoir être par exemple dans l'assertivité, dans la performativité, savoir faire des choses, être à l'initiative, pouvoir défendre ses choix, etc. Donc c'est ça que je reçois au début. Et puis moi derrière j'ai un exercice que je vais vous présenter qu'on va faire à Romain qui permet de justement de scénariser ces critères, sachant que je suis plutôt focalisé moins sur le langage mais plus sur le craft parce que c'est ma spécialité et que je suis agnostique du langage, donc c'est un exercice qui peut se faire dans n'importe quel langage. Vincent, j'aimerais te donner la parole parce que au-delà de cette grille, j'imagine que tu pourrais partager avec nous peut-être la philosophie du recrutement. Avec plaisir. Et ben du coup le recrutement chez Edwin, on a une vision, on n'a pas la prétention qu'elle soit la bonne vision, mais en tout cas c'est celle aujourd'hui qui nous convient. Notre process de recrutement, pour le détailler, il se déroule en 3 étapes. Avant cette partie-là technique, il y a une première étape qui se déroule avec Michael, mon associé, ou moi-même. C'est la prise de connaissance. L'objectif c'est d'exposer le modèle, d'ouvrir le capot du modèle Edwin, de ce qu'on propose, pour s'assurer que la personne qu'on a en face a bien toutes les infos à sa disposition pour pouvoir prendre sa décision. On a un modèle qui est particulier, je vous laisse voir sur le site internet, on a pas mal de choses qui nous différencient d'une ESN traditionnelle, et on s'assure que tout ça soit bien en place. Deuxième étape, cet entretien technique, on va y revenir, et puis à la fin de cet entretien, si le retour est positif, il y a un dernier échange où on se projette, on se connaît un petit peu mieux. L'objectif de cet entretien technique, c'est quoi? C'est d'évaluer l'adéquation entre le profil, les compétences et l'attitude d'une personne dans la réalisation de son métier avec les attentes que vont avoir nos clients. On a un positionnement chez Edwin qui est très spécifique. On fait du dev. Comme le disait Rui, on est assez agnostique de langage, même si on a nos spécialités autour des univers Java, .NET et ce qu'on appelle le web chez nous, ce qui va être du JavaScript, TypeScript, aussi bien front que back. Maintenant, on a un positionnement qui est très lié au craft. Nos clients vont avoir aussi une forte exigence. On est encore en construction, ça fait 3 ans qu'on existe, de notre image, et l'objectif est pas de tacler les gens, l'objectif est pas d'évaluer, l'objectif est simplement de vérifier est-ce que ces personnes-là vont être à l'aise chez nous, est-ce que ces personnes-là vont correspondre aux attentes de nos clients. Donc on a pris le parti d'organiser ça sous la forme d'un entretien avec des collègues d'Edwin. Nous, on n'est
pas du tout présents, Michael ou moi-même, pendant cette partie-là. L'objectif, c'est d'y mettre de la pratique et d'essayer de voir, d'évaluer sur un certain nombre de critères. Forcément, les critères sont toujours subjectifs, l'adéquation ou pas de la personne. Encore une fois, il y a des gens qui réussissent ces tests-là, il y a des gens qui ne les réussissent pas. C'est pas une fin en soi. Quand c'est négatif, il y a toujours des préconisations qu'on donne aux candidats qui n'ont pas passé le test. Et il arrive régulièrement qu'on discute avec des candidats qui, il y a quelque temps, n'avaient pas passé le test, mais qui avaient bien adhéré à la philosophie de l'entreprise et qui reviennent nous voir après avoir bossé dans leur coin quelques semaines, quelques mois après, en fonction du temps et de l'investissement qu'ils ont pu y mettre, et avec qui on peut avancer. Donc n'hésitez pas. Forcément, c'est pas un jugement qu'on va demander, c'est encore une fois une adéquation par rapport à un contexte et à un marché. On va avoir la partie technique ce soir, c'est quelque chose de très important pour nous. C'est pas forcément la seule composante, j'ai dit tout à l'heure, de notre décision. On voit ça sur l'ensemble du processus, même si bien évidemment ça a son importance. Je sais pas si ça répond à la question que tu posais, Rui, ou si c'est assez complet, s'il y a encore des points que tu veux que j'éclaircisse. C'est une explication parfaitement claire de l'écosystème et je répète ce que tu viens de dire. L'idée n'est pas de critiquer ou de disqualifier le candidat, mais l'idée est de critiquer l'output, le travail, l'expertise, la performance de la chose faite, du produit réalisé, c'est-à-dire en gros le craft. Toutes les personnes sont bienvenues. Euh, enfin, je vous propose de passer à la pratique. C'est un cas particulier, le craft. Je vous laisse vous lancer dedans. Je rappelle juste aux gens qui sont présents dans le chat, n'hésitez surtout pas à vous manifester et à poser vos questions. Je les relayerai aux intervenants directement. L'objectif, c'est que ce soit un échange. C'est tout de même vachement plus sympa. Messieurs, c'est à vous. Bon entretien. Bonjour Romain. Bonjour, oui, et déjà merci de m'avoir convié à ces petits exercices. Je voulais juste dire un mot là-dessus, c'est que moi, historiquement, les entretiens techniques, c'est pas des exercices sur lesquels je suis parfaitement à l'aise. Notamment d'ailleurs sur les exercices, tout ce qui est exercice d'algo, ce genre de choses qui sont très courants en entretien technique. Donc voilà, ça va être intéressant de voir ça aussi, d'être dans la, enfin que vous en tant que public puissiez être dans la peau de quelqu'un qui n'est pas du tout expert du sujet, qui va potentiellement se prendre les pieds dans le tapis. L'idée c'est de montrer aussi une autre façon de faire les entretiens techniques et de montrer qu'en fait ça peut être quelque chose d'agréable et d'intéressant, même si on ne le réussit pas. On va passer un très bon moment. Je vais t'expliquer comment je fais mes entretiens. Il n'y a aucun piège. Il n'y a pas de choses bizarres ou compliquées. Je fais ce qu'on appelle un entretien avec l'oracle. Je vais te proposer un exercice et si tu ne sais pas quelque chose, si tu as un problème, tu demandes à l'oracle, je ferai le rôle de l'oracle et je réponds à la question. Ce qui veut dire que je vais pas t'en vouloir parce que tu ne sais pas, mais je vais t'en vouloir si tu ne sais pas et que tu ne me dis pas que tu ne sais pas. Tu vois, c'est ce genre de choses. C'est plus travaillons ensemble. Très bien. J'ai ma première question, qui est une question toute bête, c'est que Edwin est orienté craft et j'aimerais beaucoup que tu me donnes ta définition ou en tout cas comment toi tu vois le craft. Vaste question sur laquelle avec toi je suis à peu près sûr de me planter, mais je vais quand même m'y essayer. Pour moi, le craft, c'est surtout un état d'esprit. C'est le fait de se dire que euh, on n'est pas juste des codeurs, on est des développeurs. Donc, on se concentre sur un besoin métier, sur un besoin fonctionnel. On n'est pas une usine, on n'est pas là pour pisser du code, on n'est pas là pour juste dépiler des tickets. Donc, on peut y mettre certaines pratiques d'excellence technique, d'ingénierie logicielle derrière, comme le TDD, l'architecture hexagonale, le clean code, ce genre de choses. Mais voilà, pour moi, c'est d'abord l'intention qu'on veut mettre dans ce qu'on produit et la recherche justement de s'assurer que ce qu'on fait
ça a un sens, quoi. C'est très bien parti. J'aurais dit à peu près la même chose. En simplifiant, si je peux partager avec toi, le craft, c'est l'inverse de l'industrie, de l'usinage. L'usine, c'est de produire des produits en tas de quantités, de manière standardisée, toujours égale, enfin, le produit toujours égal à lui-même. Là, le craft, l'artisanat, c'est le contraire. C'est un produit qui est fait uniquement pour le client et qui va évoluer avec le client. Donc exactement ce que tu disais, il faut savoir discuter avec les clients, il faut comprendre son besoin, il faut pouvoir lui faire un produit qui soit ad hoc à son usage. Et j'ai justement un sujet assez intéressant où on a un client qui travaille dans les cartes graphiques et les processeurs de tenseurs et qui nous a demandé, et je me demande, enfin ça m'a un peu surpris, mais ils veulent nous faire calculer la suite de Fibonacci. On va calculer la suite de Fibonacci. Quel langage tu aimes ou tu pratiques? Ouais, moi, je pratique le TypeScript quasiment exclusivement. Donc, Ok, eh bien on va calculer ça en TypeScript. On va calculer la suite de Fibonacci en TypeScript et voici la définition des nombres de Fibonacci. Donc les nombres de Fibonacci sont les valeurs de la suite de Fibonacci à un index donné. Le nombre Fibonacci à l'index 0 vaut 0, le nombre Fibonacci à l'index 1 vaut 1, et pour toutes les valeurs entières supérieures ou égales à 2, le nombre de Fibonacci à un index en particulier est la somme des nombres de Fibonacci aux deux derniers indices. ok, j'ai les deux premières, les deux premières règles, pas les autres. En gros, tu as les deux premières valeurs, à 0 et à 1. Et par exemple, pour la valeur de Fibonacci à l'index 2, ce sera la valeur, le nombre de Fibonacci en 0 et plus le nombre de Fibonacci en 1. Ok. Bah, Voilà. je vais te partager peut-être un IDE et puis on va commencer. Oui, j'allais te demander comment tu démarrerais ce genre de calcul, donc ça tombe très bien. Alors, tac, tac. Normalement, vous voyez mon écran. Ouh, c'est bleu. Ok, c'est joli. J'aime bien. Merci. Donc, bon, là, pour l'instant, j'ai un projet TypeScript tout simple qui est créé avec juste une fonction exemple, puis un test tout simple qui fait une assertion sur un booléen. Je vais juste lancer ça pour qu'on s'assurer que ça marche. Bon, ça marche. Voilà, j'ai une pipeline de TypeScript qui tourne. Eh bien, comment on Bon, démarrerait alors? On veut calculer la suite de Fibonacci. bon, déjà, on va expliciter peut-être premier cas, je pense, dans un test. Bon, on va avoir probablement une fonction Fibonacci. Il y a deux C, peut-être. Et puis, on va commencer par la première règle, la première assertion. Donc, tu m'as dit l'index 0, ça doit retourner 0, c'est ça? L'index de 0 doit, à l'index 0, le nombre de Fibonacci vaut 0. Ouais. Ok. Toc. Should return 0 when index is 0. On va mettre un truc comme ça. Donc, j'ai trois étapes sur mon test. Une étape de configuration de mes attentes, pas de mes attentes, pardon, de situation initiale, un état d'action où je vais exécuter la fonction que je teste, et puis une état d'assertion où on va vérifier que ce que ça nous retourne, c'est bien ce qu'on veut. Donc on va commencer par là. Ça doit retourner 0, donc mon assertion c'est 0. Quand l'index est 0, donc là on va mettre un index à 0. Et la fonction, je vais pas l'appeler exemple, je vais l'appeler Fibonacci. Donc là, bon, je peux lancer le test comme ça, mais premier problème,
Ouais, et j'ai pas sauvegardé, c'est pour ça. Premier problème, la fonction n'existe pas, donc je vais juste la créer. Voilà. Et là, on va avoir un test qui échoue. True n'est pas égal à 0. Donc là, juste une erreur sur le type, mais ça n'empêche pas l'exécution du test. Je vais valider ce test le plus simplement possible. Hein. Je vais retourner 0. On va mettre un type number en valeur de retour, comme ça, TypeScript ne s'embêtera pas trop. Et voilà, j'ai un premier test qui passe pour la première règle. J'ai un test qui passe avec une entrée de type chaîne de caractères. Oui, effectivement, TypeScript, il me dit que ça va pas ce que je fais. Oui. Et tu sais pourquoi? Et je sais pourquoi, parce que là, mon type de l'input est à string, et je fais n'importe quoi. On va plutôt le mettre à number. Et juste pour en dire un mot, pourquoi ça ne pète pas la compilation, c'est que j'ai décorrélé en fait l'exécution du type checking de TypeScript de la transpilation et de l'exécution des tests. Parce que comme on le sait, TypeScript, c'est pas un compilateur vrai de vrai. C'est un transpilateur. Donc là, j'ai décorrélé les deux pour que vraiment l'exécution des tests soit la plus rapide possible. Mais du coup, il attrape pas au moment où j'exécute le test les erreurs de compilation. Pour faire ça, il aurait fallu que je lance la commande lint qui fait justement l'exécution de TypeScript. Et là, il me dit, ça va pas. Alors, est-ce que c'est TypeScript ou le compilateur de TypeScript qui est un transpilateur? Parce que TypeScript, j'ai l'impression que c'est un moteur de règles de typage. TypeScript, c'est un moteur de règles de typage, et donc TSC pour TypeScript Compiler, c'est le transpilateur, c'est ça. C'est pas le transpilateur, c'est plutôt l'exécution de ces règles de transpilage, parce que là, tu vois, quand j'exécute ce truc-là, il ne me transpile pas de JavaScript. Il est configuré pour faire, tu vois, no emit true pour faire juste le type checking. Donc là, c'est juste un binaire qui fait du type checking. Moi, effectivement, je fais la différence entre les deux. Il y a le compilateur qui transpile le TypeScript vers du JavaScript, mais pour moi, la nature de TypeScript, c'est un moteur de règles sur le typage qui est assez joli en soi. On peut faire des choses très très avancées avec le moteur de TypeScript, même sans faire de JavaScript. On peut vraiment faire des trucs très sympas. Très bien. Moi, je vois en fait que tu es parti d'un template et tu as modifié des choses en faisant du copier-coller. Et du coup, c'est ce qui t'a poussé à utiliser par exemple un input de type chaîne de caractères parce que tu l'avais laissé et parce que ça passait. Et justement parce que le JavaScript est assez il est plutôt permissif sur les typages. C'est intéressant. C'est pour ça qu'on a TypeScript d'ailleurs. C'est intéressant, ouais. Et j'aime bien l'idée que tu as décorrélé le truc. Du coup, c'est vrai qu'il vaut mieux le faire apparaître pour voir justement les problèmes de typage comme tu l'as fait pour voir où est le souci. Et ta façon de démarrer les tests, c'est très bien. Effectivement, on part de la plus petite valeur possible ou la chose la plus simple possible. J'aurais poussé même plus loin, personnellement. Je ne travaille pas avec des templates. Je serais même parti de zéro en faisant un describe Fibonacci et j'aurais construit la classe à partir de zéro. Et ça, c'est quand vraiment tu veux perdre du temps. Ça, c'est pas mal d'avoir son petit outil et tu l'as et c'est plutôt positif. Ça prouve que tu connais ton outil et que tu le maîtrises. Bien, je te propose de passer à la suite. On est à l'index 0. Comment on continue? Ok. Donc, on a dit l'index 1, c'est 1 que ça doit retourner. Mais dans le TDD, il y a 3 phases. La première phase, c'est le rouge, ce que tu as fait.
La deuxième phase, c'est le vert. La troisième phase, c'est ce qu'on appelle le refactor en anglais, donc la refonte. Est-ce qu'on pourrait pas un peu améliorer le code? Est-ce qu'on pourrait pas un peu améliorer le code? On pourrait faire un truc comme ça, par exemple. On donne 0 en index et on a besoin de 0 en sortie. Ça pourrait être juste quelque chose comme ça, faire quelque chose de cet index. Ça me plaît beaucoup plus parce que avoir un index comme ça qui est en anglais dangling, qui ne sert à rien, ça correspond pas du tout à la science informatique. La science informatique, c'est la science du traitement de la donnée. Une donnée en entrée, une donnée en sortie, et au milieu, une boîte qui s'appelle l'informatique qui transforme la donnée. Et ça, c'est exactement l'informatique. C'est prendre la donnée en entrée, la transformer et lui donner une sortie. En l'occurrence, là, elle n'est pas transformée, mais je préfère. Et puis, franchement, avoir une variable qui ne sert à rien, c'est toujours, enfin, je sais pas, il y a toujours un smell dans le truc, donc c'est bien qu'on ait ce genre d'automatisme. Très bien. Moi, ça me va. Le calcul de Fibonacci se fait et pour l'instant, on retourne un index. Comment on poursuit? Là, je vais écrire un deuxième test, du coup, avec la deuxième assertion sur l'index 1, donc qui est le deuxième cas particulier que tu m'as décrit au début. Donc, quand l'index est 1, je m'attends à avoir 1. Et ça marche. C'est beau. Non, c'est terrible. C'est terrible parce qu'on n'a pas de test rouge qui nous permettent de vérifier que le code fait bien ce qu'on fait. C'est un excellent automatisme. C'est dingue. C'est presque c'est télépathique quand ça se passe bien comme ça, le TDD, parce que tu vois, tu as tout de suite enchaîné, tu sais tout. Enfin, mais tu vois, moi, je vais te dire initialement pourquoi je n'avais pas utilisé l'index en valeur de retour. Parce que moi qui fais beaucoup de domain-driven design et de clean code, j'associe quand même une notion de contexte et de notion aux variables et aux paramètres qui transitent, etc. Donc pour moi, utiliser le paramètre qui me vient en entrée comme élément de sortie, ça me posait un problème de sémantique. Donc je comprends ton argument. Mais là, par exemple, si je le repasse à 0, je vais avoir toujours le premier test qui passe et le deuxième qui échoue. Et donc là, si je veux avoir du coup les deux tests qui passent, je vais être obligé du coup de remodifier mon code, de remettre cet index. les écoles sont différentes. Moi, c'est le craft. Et c'est basé sur la science informatique. Et en fait, je ne vois pas pourquoi quelqu'un irait me mettre un 0 qui est un nombre magique qui sort de nulle part, comme ça. Pouf, il y a un 0, return 0. Je sais que tu vois partout, tu sais, quand tu vas sur LinkedIn, quand tu vas sur YouTube, tout le monde montre ça. Oh, mais oui, mais il faut mettre 0, etc. Parce qu'ils doivent déjà avoir la petite musique derrière où justement, comme toi, ils vont pouvoir faire par étapes, etc. Mais je sais pas. Je trouve toujours qu'il y a une complicité cognitive supérieure à rajouter un nombre magique qui sort de nulle part. Ouais, en fait, on va mettre ça, on va ranger ça dans le tiroir de l'opinion parce que j'ai l'impression que les deux se valent et ce que tu dis est pas beaucoup plus. Enfin, tu vois, ça se vaut quoi. Tu préfères mettre un 0? Non, mais en tout cas, j'étais pas en capacité de faire échouer le test sans mettre ce 0 au départ. Et je comprends. Tu voulais passer par les bonnes étapes. Moi, j'ai un test qui n'échoue pas en 1 et donc pour moi, il disparaît. Si on met index, évidemment. Bon, je te propose de poursuivre. On a réussi à calculer la suite de Fibonacci pour l'index 0. Ça marche pour l'index 1.
On va faire la refonte comme je te le proposais, puisqu'il n'y a pas de rouge. Ok, la partie refactor. Là, je serais bien embêté Ah de non, il n'y a faire pas la un partie. refactor Non, il n'y a pas dessus. du tout de partie refactor. Il n'y a que dalle. Il y a zéro. Il n'y a pas de Ouais, rouge. très bien. Moi, là, du coup, je serais pour rajouter un nouveau test pour continuer d'implémenter, du coup, la suite des règles. Et donc, si je dis pas de bêtises, et tu vas me corriger si je me trompe, Je vais te à corriger partir de, immédiatement en à te partir disant que de, la première étape, puisque tu n'as pas de rouge, tu n'as pas de test. Donc il y a du texte en trop dans ton test. bah, puisque donc pour toi, le deuxième test, ça sert à rien. Ah oui, il sert à rien puisqu'il n'y a pas de rouge. Ah, mais du coup, il valide l'assertion de l'input, d'un input qui est différent. C'est le premier test qui valide les deux assertions. J'ai pas de rouge. J'ai un test qui sert à rien. Bah, regarde, si je fais ça, t'as un rouge. Là, tu as un rouge. Mais tu as un nombre magique. Voilà, là, il y a un rouge. Ouais. Si tu mets 0, tu as un rouge. Mais tu as un nombre magique. C'est ça. Et donc là, du coup, mon test a une pertinence puisque il est d'abord rouge. Ok. À ce moment-là, on laisse 0. Return 0. Ah bah non, parce que maintenant, il faut le faire passer ce test. Ouais, j'ai pas. Enfin, moi, je te suis. Je te suis. Ok. Si tu me dis, je te dis. Si tu me demandes, je te dis. Mais là, je te suis. Ok. Très bien. Bah, faisons passer le test. Bah ça y est, je viens de le faire passer. Là. J'ai remis l'index. Du coup, il y a la refonte. Du coup, il y a la refonte et il n'y a pas besoin de faire une refonte. Je savais que ça allait être un exercice intéressant et surtout te connaissant Romain et connaissant ta personnalité, je savais que j'allais passer un très bon moment. Euh, c'est très intéressant ce que tu me dis et je pense que ça doit parler à pas mal de gens qui se retrouvent toujours, qui se posent la question, oui, mais qu'est-ce que je fais, par quelle étape je passe? Très bien. Alors qu'est-ce qu'on fait à la refonte? On supprime le deuxième test ou pas? Bah, moi, je le laisserai puisque je suis passé par une étape rouge avant de le valider. Donc moi, C'est je pas le bête. laisserai parce que il valide du coup un autre cas qui, certes, quand on fait le refacto, fait que les deux passent toujours. Mais bon, si demain je change l'index, ça sera plus, par exemple. Et Si demain si mon code a une régression, par exemple, et qu'il ne retourne plus 1 pour l'index 1, le test sera plus là pour vérifier ce cas-là. bah, le premier test passera pas non plus. Bah si le test, regarde, je te fais un exemple. Je te fais un exemple. Si index 0 return index, sinon je retourne 5. Là, je passe le premier, je passe plus le deuxième. Ok, ok, ok. Moi, j'aurais fait différemment. Je peux te proposer l'alternative. Vas-y. J'aurais simplement renommé le premier test. Parce que le premier test a visiblement testé return index et le premier test en fait a testé les valeurs statiques de Fibonacci, les deux premières valeurs. Donc c'est pas should return 0 while index is 0, c'est should return Given index. ouais, first indices ou static values, voilà, un truc comme ça. Mais j'aurais rendu le truc explicite en disant voilà quelle est la sémantique du test que je suis en train de faire et je suis pas juste en train de le faire valeur par valeur de manière. Alors, je vois ce que tu veux dire. Ouais, Moi, rendre cette le texte. approche-là me pose un problème, donc de modifier juste cet intitulé, puisque du coup,
cet intitulé de test ne correspond plus à ce qu'on attend. C'est-à-dire que pour l'index 0 de Fibonacci, la valeur doit être 0. Et en fait, pour moi, c'est une coïncidence. L'index 0 de Fibonacci, j'y connais rien en maths, ça pourrait très bien être 55 000. J'en sais rien. Tu vois ce que je veux dire? Et puis peut-être que demain, les mathématiciens vont le changer, je ne sais rien, j'en sais rien. Donc en fait, que l'index 0 vaille 0 et que l'index 1 vaille 1, pour moi, c'est une coïncidence. Et donc en fait, finalement, tester que qu'on renvoie le paramètre, pour moi, ne permet pas de tester la règle métier de calcul qu'on attend derrière. Ça va, que tu as bien répondu. Tu as bien répondu. Alors, je te propose de revenir à l'index et on va poursuivre. Je fais une petite parenthèse en disant que j'essaye de rendre mes tests les plus narratifs possibles. Et j'aurais forgé le truc un peu différemment, mais je ne vois pas comment je pourrais critiquer ta façon de faire parce que pour moi, elle est bonne, elle est parfaite, elle est dans l'exercice de style, oui, parfaite. Il n'y a aucun souci. Poursuivons. Ok. Donc, la règle suivante, c'est qu'à partir de l'index 2, on additionne, alors je me souviens plus, on additionne les valeurs précédentes plus 1 ou une histoire comme ça. En fait, à partir de l'index 2, c'est la somme des deux derniers nombres, effectivement. C'est la somme des deux derniers nombres. Donc, et alors c'est là où on va quand même arriver aux limites de ma méthode. C'est qu'à partir de là, quel que soit l'index du coup qui va être supérieur à 2, on va être dans dans la même règle. Donc en fait, c'est à partir de là où je vais m'arrêter et je vais pas refaire un test par index. Sinon, on va avoir beaucoup de tests. Et donc à partir de ce test-là, j'expliciterai en fait la règle telle que tu l'as décrite. Should return the sum of all previous index when index is 2 or supérieur. Bon, l'anglais peut-être pas génial. Est-ce que ça décrit bien ce qu'on veut faire? Non. À chaque fois que tu me poses une question, je te réponds avec la vérité. Je te rappelle que c'est un entretien avec un oracle. C'est pas la somme des précédents index, c'est la somme des précédentes valeurs. C'est la somme des deux précédentes valeurs. Des deux précédentes valeurs. Voilà. Donc. Alors, je reprends. C'est la somme des deux précédentes valeurs. Should return the sum of the two previous values when index is 2 or superior. When index is greater or equal than 2. Ok. Is greater or equal than 2. Or. C'est pas off, c'est or. Pourquoi je suis aussi chiant là-dessus? Il n'y a aucune excuse pour enfin, tu vois ce que je veux dire, il n'y a aucune excuse pour pas bien écrire les choses de manière à ce que ce soit bien narratif, parce que le code va pas seulement être pour toi, il va aussi être pour tes collègues. Et je suis complètement d'accord avec ça. Pour moi, la description du test, c'est pas le plus important, c'est l'intention qui est derrière. Et à partir du moment où l'intention est claire, l'implémentation, on peut la refacto, on peut faire plein de trucs, on peut la remanier, etc. De toute façon. Absolument. Et j'aime bien le soin que tu prends à justement continuer à travailler à crafter le produit, quoi. Ça, j'aime bien. Très bien. Alors, on va faire donc, je sais pas quel test on pourrait faire. Alors moi, à partir de là, je vais essayer de sortir un peu de ces trois étapes, à rendre Jack Tassert bien en fait en début d'entretien pour bien expliciter la démarche, etc. Mais à partir du moment où on arrive sur un cas où on va potentiellement être sur une valeur générique, ou potentiellement vouloir tester plusieurs données d'entrée dans le même test, je vais plutôt faire
faire comme ça. Donc là, par exemple, pour 2, ça doit être 1. D'accord. Et donc là, si je lance mon test, voilà, les 2 premiers passent toujours. Par contre, le 3e ne passe plus puisque on retourne 2 au lieu de 1. Et donc, au niveau de l'implémentation, c'est là que ça se complique. C'est là que ça se complique. C'est là que ça devient intéressant. Bon, déjà, on a dit qu'on veut les valeurs des 2 index précédents. Donc déjà, il faut qu'on détermine quels sont les 2 index précédents. Donc je vais prendre un truc assez bateau, previous index 1. Voilà. On va faire déjà calculer l'index précédent, le premier index précédent, qui va être index qu'on nous donne -1. Et puis previous index 2, qui va être l'index précédent -2. Comme ça, on a les 2 index précédents. Et ce qu'on va faire, du coup, c'est additionner la valeur de ces 2 trucs. Sauf que là, la valeur, on n'a que les index. Mais on a une fonction qui retourne déjà la valeur de ces index. Donc, on peut faire un truc genre... on va faire la somme. Non, je vais faire une boucle. Faire un résultat. Je définis une variable que je vais mettre initialisée à 0. Et à partir de là, on va parcourir en fait. Qu'est-ce que je suis en train de faire? On veut additionner en fait toutes les valeurs des index. Donc, en fait, on n'a même pas besoin de faire ça. On n'a même pas besoin de faire ça. On va pas faire une boucle. On va faire un truc tout petit. Bon, je réfléchis en même temps et je n'ai pas préparé l'exercice. Donc, c'est la même chose qui se passe en entretien technique. Voilà. Donc mon résultat, c'est comment dire, la valeur du précédent index plus la valeur du deuxième précédent index. Et donc ce que je vais faire pour que les tests précédents continuent de passer, c'est que je vais faire des early return en disant voilà, si mon index c'est 0 ou que mon index c'est 1, je retourne l'index. Sinon, je retourne le résultat qui est calculé ici. Et là, mes 3 tests passent. Ce qui est une bonne chose. Voilà. Et donc, normalement, si j'ai bien fait mon travail, si je rajoute des assertions, par exemple, l'index de 3, ça doit être... c'est là qu'on voit que je suis mauvais en maths. Ça doit être... parce que l'index 1, c'est... Oui, ça doit être 2. Non? Si. Attends. Je peux te couper? Ouais, ça doit être ça. Voilà. Et là, ça doit passer. C'est bon. Bah, c'est super. On a oublié l'étape de la refonte avant d'injecter un nouveau test. On a oublié l'étape de la refonte. Tout à fait. Tout à fait. Qu'est-ce que tu refondrais, toi? Alors,
index égale 0 ou index égale à 1, euh, index inférieur ou égal à 2, strictement inférieur à 2 par exemple. Oui, c'est pas bête. On met une condition, on explicite les deux règles Et ça fait moins de code. et ça fait moins de code. Et moins de code, c'est bien. J'aime bien faire des commits où il y a des moins 10 lignes de code. C'est cool. Mais, ben, moi, mon autre passion dans la vie, c'est de supprimer du code. Ah, Si je je t'admire pouvais pour ça. Je supprimer sais. du code à longueur de journée, je serais très content. J'ai vu que tu avais fait un article sur LinkedIn là-dessus. Je me suis dit, ah, c'est bien. Voilà. Tu calcules pas ta valeur sur le nombre de lignes de code que tu pisses, mais au contraire sur celles que tu retires. Et finalement, c'est admirable. Ensuite, lignes 6 et 7 du code, c'est... Alors, j'espère que je ne vais pas heurter ta sensibilité, mais du point de vue du narratif, Previous Index 1, C'est nul. ça veut rien dire. Ouais. Ça veut rien dire. Moi, je te propose euh, Previous et Before Previous. Previous et before previous. Ouais. Parce que ça suivra la notation et la sémantique anglaise qui consiste à dire the last one, le dernier, et before the last one, qui est avant l'avant-dernier, en fait. Et donc, comme ça, au moins, ça s'écrit mieux en anglais. Et la dernière chose, euh, tu définis une constante et puis tu la retournes juste derrière. Ouais, ça c'est pas très beau. Ça c'est parce que j'anticipe un peu, je me projette sur d'autres cas potentiels. Ah, Tu as raison en me disant qu'il y aura peut-être d'autres trucs, mais ça pourrait être beaucoup plus succinct. eh bien, mon cher Romain, vu que tu m'as fait chier à propos de l'étape par étape et du small steps, je crois que c'est un, comment on peut dire, c'est un prêté pour un rendu, jeune homme. Très bien, très bien. Je prends volontiers. Et ça passe. Et c'est, oh, bah, moi j'aime bien, c'est du joli code. Mais alors, du coup, j'ai presque envie, enfin, dis-moi si je dépasse les bornes en faisant un inline des variables previous index et before previous. Ah, tu voudrais hop, faire un truc comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Comment tu ferais? T'aurais gardé const pour Euh, déclarer les variables d'entrée, c'est ça? En fait, souvent, j'aime bien expliciter avec des constantes parce que ça me permet de mettre un nom. Là, tu vois, on a des magic numbers, -1, -2. Mais bon, c'est vrai que là, on est dans un cas où explicitement, le truc, c'est l'index précédent. Donc, faire index -1, en fait, ça fait quand même sens. Ou index -2, puisqu'on veut le deuxième index précédent. Ça fait quand même sens quand on le lit. Donc, là, je pourrais m'en passer. C'est effectivement la formulation mathématique que j'ai l'habitude de voir dans Fibonacci. Mais pour être honnête, je serais allé contre mon allant et mon intuition si jamais il y avait... Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer là-dessus? Pourquoi est-ce qu'on définirait les constantes? Il y a un cas. Il y a un cas en informatique où on veut faire des logs, par exemple. Et j'aime bien ton idée de dire, bah, il n'y a pas de nombre magique ou il n'y a pas de construction spécifique, il n'y a pas de composition de fonctions à l'intérieur des appels. C'est-à-dire la Fibonacci de index -1, en fait, c'est deux fonctions qui se composent, la fonction index -1 et la fonction Fibonacci. Et comme ça te permet de savoir où est l'erreur. S'il y avait des logs, c'est pareil. Log debug de previous et de before previous, ça te permettra en fait de loguer les variables que tu vas utiliser dans ta fonction. Et ça, j'aime bien l'idée. Donc, je pense que avais une bonne intuition. Mais comme il n'y a pas de log, et comme c'est une formule mathématique très connue qui s'appelle Fibonacci, disons que je pense à mon collègue et j'essaye d'avoir un petit peu moins de lignes de code. Mais encore une fois, la règle générale, c'est celle que tu viens de décrire. Pourquoi je te demande de faire ça?
c'est surtout parce qu'on fait du craft et qu'on essaye de focaliser sur l'usage en particulier de ce qu'est Fibonacci et que là, il y a un narratif qui est clair et qui va être compris par les gens. Ça me va. Et tes tests passent. Et les tests passent. Il y a un exemple assez bizarre. Notre client, quand il a commencé à travailler sur ses cartes graphiques et ses tenseurs et ses processeurs de tenseurs, il nous a expliqué qu'il avait quelques soucis quand on passait sur des grands nombres. Alors, c'est quoi un grand nombre? C'est 100? C'est 1000? C'est 10 000? Je sais 1 pas, million? il a rien dit. Il a rien dit, il m'a juste dit ça, j'ai pas eu le temps de discuter avec lui. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, je propose qu'on essaye de voir ce que ça donne avec des grands nombres. Ok. Par exemple, commençons par 100. Parce que là, l'avantage du coup avec Logslash sur le test runner de Node, celui qui est natif maintenant embarqué depuis Node 20, et du coup, on a le temps d'exécution qui s'affiche. Donc, je me dis, voilà, s'il y a des problèmes de perf, par exemple, on pourra le voir sur le temps d'exécution du test. C'est bien ça. Et c'est l'exécution de l'outillage plus le test ou c'est juste l'exécution du test? Alors, c'est l'exécution juste du test, puisqu'en fait, ce que je fais en fait sur le test, là, c'est la composition de deux commandes, un build qui va transpiler en amont du coup le code TypeScript en code JavaScript avec une bibliothèque qui s'appelle SWC. Petit aparté, si vous utilisez encore Babel ou ce genre d'ineptie, voire encore TypeScript pour transpiler, arrêtez. Utilisez SWC ou SBuild, qui est aussi un web bundler, parce que c'est 20 à 70 fois plus rapide. Fin de l'aparté. Et donc, du coup, une fois que c'est buildé, la deuxième exécution la deuxième partie de la commande, ça va être juste l'exécution du test. Et donc là, c'est le test runner natif en C++ qui va exécuter directement le code JavaScript et qui d'ailleurs a du mal à finir avec un index de 100. Ça, c'est le test qui tourne là? J'ai l'impression. Ah oui, eh ben, c'est pas des grands nombres. Là, on a vraiment un problème avec la suite de Fibonacci sur des nombres à 100. Alors, enfin, un index à 100, ça me paraît pas un si grand nombre que ça. Je suis assez étonné quand même. Attends, je vais essayer déjà avec un index à 10. Oui, donc là, c'est l'assertion qui échoue puisque l'assertion est plus bonne. Et alors, je connais pas les tests, les Fibonacci de test. Alors, enfin, les valeurs, pardon, de Fibonacci de tête. Alors, je vais regarder sur Internet, liste Fibonacci, pour qu'il me donne ce que ça donne pour 10, par exemple. Fibonacci séquence. Alors, déjà, pendant que tu regardes, 55 pour je peux faire une 10. remarque. Je t'en prie. Tu es en train de me modifier le même test que tu fais passer en vert, en rouge, en vert, en rouge, et je vois plusieurs asserts à l'intérieur. Tout à fait. Et ça va? Ça te choque pas? Bah, ça me choque pas à partir du C'est moment un où, indice, hein. à partir du moment où l'assertion elle est générique. Ok. En fait, la limite à ça que je vois, c'est que du coup là, on va juste donner des exemples. On va pas tester toutes les valeurs une par une. Et là-dessus, je serais assez friand de ton point de vue là-dessus parce que moi, j'essaie toujours d'être assez parcimonieux avec le nombre de tests que j'écris. Typiquement, je vais pas écrire un test si ça fait pas un sens particulier ou si les valeurs qu'on attend font pas un sens particulier. Là, dans le cas d'un calcul, je sais pas trop. Je sais pas trop. Donc
Bah, tu vois, intuitivement, sur un cas où on a des problèmes de performance, bah, j'essaierai d'écrire des index qui ont des problèmes de performance pour Par exemple, c'est une déjà bonne idée. Moi, ce qui me choque, c'est qu'un test qui passait avant, en fait, continuer de passer. tu le mutes et du coup, je sais pas quand est-ce que tu peux faire confiance à tes autres tests si tu mets plusieurs asserts et que tu mutes en fait tes tests. Mais j'aime bien l'idée de l'example testing. L'idée de dire voilà, ça c'est une fonction de test qui teste des exemples, donc on va rajouter plusieurs asserts. Ça me va. Par contre, là, ce que tu es en train de faire, c'est une boucherie. Euh, Donc, en fait, c'est toi qui as donné la réponse. Puisqu'on passe dans des tests de performance et qu'on avait un indice du client qui nous disait il y a un souci là-dedans, je te propose justement que tu fasses ce que tu disais, que tu exhibes le narratif du problème de perf. ok. Alors là, mon problème, c'est que je vais pas savoir comment écrire un test qui exhibe comment dire, qui exhibe le problème de performance dans le sens où je vais pas pouvoir faire une assertion, pas pouvoir dire le test a pris plus de temps que ça à s'exécuter. Ou alors il faudrait que je le parce que en fait là pour moi on est dans une recherche exploratoire donc je suis pas en capacité de définir combien de temps ça doit s'exécuter. Il était en plus plutôt vague. C'est quoi un grand nombre? C'est pas. C'est quoi un problème de performance? C'est pas trop. Donc là, je vais avoir du mal en fait à expliciter la, quelle va être l'attente de ce test. C'est pour ça que j'ai ajouté plutôt des assertions dans une démarche exploratoire pour voir, ok, bon, à partir de quel index ça commence à péter pour voir si du coup, à partir de cette connaissance-là, on pourrait se dire, bon, ok, on voit pour 1000 par exemple, ou 100, j'en sais rien. Là, c'est quand même compliqué. Peut-être que là, on va pouvoir se dire, ok, si à 1000, on est à 30 secondes, on va essayer je sais pas, soit de réfléchir à avoir une augmentation linéaire du temps d'exécution, mais voilà, sans, sans feedback d'entrée, là, enfin, je suis un peu bloqué. C'est génial, tu abordes le truc. Et c'est là où on commence vraiment le craft finalement. Le TDD, c'est un outil, mais au bout d'un moment, il faut savoir aussi dépasser le TDD pour essayer de comprendre le travail que tu es en train de réaliser. Puisque tu fais de l'exploratoire, on va simplement... euh, ouais, je te propose simplement de créer un test qui dit should return euh, should return, on va trouver la valeur. On va construire le narratif du test. On va trouver la valeur de ce que ça vaut pour 100. Donc, je suppose que tu as un outil derrière, tu me l'as pas montré, mais je suppose que tu as un outil qui te calcule les nombres de Fibonacci. Alors, je t'ai juste tombé sur la liste de Wikipédia, mais on va plutôt chercher un outil qui calcule. Comme outil, si jamais tu as un problème, il y a Wolfram Alpha qui permet en fait de faire des calculs spécifiques. Alors, j'en ai trouvé un, donc tu aurais dit pour 100, c'est ça? Pour 100, oui, parce qu'apparemment, tu m'as montré un problème avec 100. Ok, donc pour 100, on a un truc qui est grand. On a un truc qui ressemble à ça. Ça commence à devenir intéressant. Si je dis pas de bêtises. Alors, déjà, on écrit le test. Ok, donc should return when index is 100. Et Très bien. là, on va commencer à en chier. Voilà, donc là, juste pour expliciter un peu, là, je dois avoir un processus Node qui tourne et un pourcentage de CPU élevé, donc c'est celui-là.
si je Ok. veux kill. Ouais, Est-ce c'est qu'il bien, n'y a c'est pas pas sûr. un outil justement dans les describe et les hits qui te permet de faire un timing et de dire que le test échoue s'il dépasse un certain temps? Si, on peut faire un truc comme ça. Start time, c'est performance now. Alors pour le coup, ça c'est pas des outils liés au test runner de Node, mais c'est un langage JavaScript directement. C'est référence globale à un objet performance. On peut faire un truc comme ça. Et un end time. Et en gros, à la fin, on peut faire une assertion qui nous dirait la fin du... Non, le début... Non, la fin du temps. Ouais, je galère parce que je suis toujours nul en maths. Moins le début doit être inférieur à... Donc ça va être en millisecondes. On peut dire que ça doit être inférieur à 1 seconde, par exemple, ce qui me semble déjà conséquent pour juste une fonction de calcul. Alors, Mais là, il y a un problème, t'as pas fini. là, j'ai un problème parce que Ligne 38. 38, Ouais, là, tu es en train de dire que end time moins start time doit être strictement égal à 1000. oui, tout à fait. Donc, ça doit être inférieur ou égal, sauf que ça va pas le faire. Je fais n'importe quoi. Hop. Ah. Voilà. Donc là, ce que je dis, c'est que donc l'assertion, c'est que end time moins start time doit être inférieur ou égal à 1000 millisecondes. Et donc cette condition doit être validée. D'accord. Et ben alors, testons. Du coup, est-ce que c'est un test en échec, ça, le truc qui tourne comme ça? Alors, c'est pas un test en échec tant qu'il n'a pas timeout. Et donc, il doit y avoir un timeout. Il y a un timeout sur le test runner de Node.js. Je ne le connais pas, la façon de le configurer. Toc, toc, toc. Timeout, timeout. Timeout, donc on peut le passer en option. Instruction. Voilà, ok. Donc là, en fait, on peut passer un troisième paramètre. Je crois. On va essayer un truc comme ça. Si je dis pas de bêtises. Et pour lui mettre un timeout à 1 seconde, par exemple. Donc si j'essaye, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il me dit? Has no property in common with test option. Alors, c'est peut-être pas le troisième, c'est peut-être le deuxième. Ouais, déjà TypeScript, il est plus content. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, bon, je pourrais perdre du temps à essayer de débugger, enfin de trouver dans la doc le truc, mais ce que je te propose, plutôt que de perdre du temps à faire ça, c'est de partir sur un index plus petit qui mettrait moins de je ne sais pas combien de temps à passer, mais qui serait toujours conséquent. Qu'en dis-tu? Moi, ce que je te propose, c'est de RTFM.
Ok. Parce qu'il faut connaître son outil. Donc, il faudrait comprendre comment passer un timeout au test. Mais plus loin, je pense que cet outillage-là, on pourra le faire après, effectivement, à part. Notre client nous a demandé de vérifier ça. Et, j'aime bien ce que tu viens de faire, de déclencher ce qu'on appelle le stop loss, c'est-à-dire, oh là là, attends, ça me prend trop de temps, ça va peut-être demander trop de trucs, donc mettons ça de côté et trouvons la chose la plus efficace à faire. Pourquoi on ne regarderait pas le code, tout simplement? Parce que à l'index 100, ça explose déjà. Ouais. Enfin, c'est Bah, dingue. alors, c'est dingue, mais en fait, c'est assez compréhensible parce que là, on a une fonction récursive, enfin, une fonction qui va se rappeler 2 fois elle-même. Donc, bon, je suis pas un expert en maths, mais je pense qu'au bout d'un moment, ça fait un exponentiel, cette histoire. Sachant qu'il faut quand même voir que l'exécution de fonctions, dans à peu près tous les langages de programmation, c'est une tâche qui est coûteuse. Parce que du coup, il y a des concepts d'encapsulation à faire dans la mémoire, parce que tu vois, le contexte de la fonction, il est encapsulé. Donc, je sais d'expérience que c'est un truc qui est coûteux, donc ça m'étonne pas trop que ça pète aussi vite. Je sais par exemple que la réassignation d'une variable, c'est beaucoup moins coûteux en mémoire, par exemple, ou le fait de parcourir avec une boucle for. Par contre, là, je serais un petit peu embêté pour te dire comment faire autrement, parce que je n'ai absolument aucune idée. Ok. Donc, en tout cas, tu m'as parlé de complexité, et c'est effectivement... c'est ce que j'attendais. C'est que tu me parles de complexité, que tu me dises qu'il y avait des problèmes. Là, en l'occurrence, ce sont des problèmes d'espace, puisque effectivement, tu crées ce qu'on appelle une frame. Donc, tu recrées un espace à chaque fois que tu appelles la fonction, et donc la fonction va empiler et on va récupérer des accumulations comment dire, de construction, d'assignation, au niveau du programme en lui-même quand il va s'exécuter. Et ça se passe effectivement avec les fonctions récursives. Comment résoudre ça? En fait, tu m'as dit que tu connaissais React, hein, c'est ça? Oui, j'en ai fait un peu. Ouais. Un jour, on en a discuté et tu m'as dit que tu connaissais React. Alors, tu connais déjà la réponse, en fait. Et tu es en train de souffrir du syndrome de l'imposteur parce que tu sais très bien tu sais très bien ce qu'on pourrait faire pour transformer le récursif ou en tout cas se débarrasser du récursif. Il y a une méthode en informatique qu'on utilise que tu connais peut-être sous la forme de useMemo. Tout à fait, oui. Ça permet d'éviter de recalculer les trucs qu'il n'a pas besoin de recalculer. Et c'est useMemo, tu sais d'où ça vient le mot mémo? Non. Memoization, peut-être, un truc comme ça. Exactement. Et je ne sais pas quelle est la signification derrière. D'accord. La mémorisation consiste à mettre en cache, en mémoire, les valeurs déjà calculées, de manière à ce que justement on puisse éviter de les recalculer à chaque fois. Et typiquement, si tu vois la suite de Fibonacci, en fait, tu te rends compte que pour calculer un nombre, donc disons qu'on est à l'index 50 par exemple, tu vas calculer plusieurs fois l'index 2 par exemple. Puisque 50, tu vas calculer 49 plus 48. 49, tu vas calculer l'index 2. Mais 49, c'est 48 plus 47. Tu vas calculer 2 fois l'index 48. Et puis 48, ça va être 47 plus 46. Donc tu vas calculer 3 fois l'index 47. Et puis 4 fois l'index 46, etc., etc., etc. Donc, je vois exactement ce que tu veux dire. Donc en fait, on mettrait un peu en cache toutes les valeurs des index précédents, de sorte que pour les autres exécutions dans cette histoire de récursion, puissent bénéficier de ces valeurs déjà calculées, qu'on n'ait pas les recalculer 2 fois. Ouais, je savais que tu as... Parfait. Parfait. Donc, on transforme on dit qu'on passe
de l'usage de l'espace à de l'usage du temps à l'usage de l'espace. C'est-à-dire, au lieu d'appeler la fonction, on va simplement mettre de l'espace supplémentaire, on va créer un espace de cache, et puis on va transformer le temps en espace. Ok. Ok, eh bien faisons ça. Faisons ça. On va créer un objet de cache. Un objet clé-valeur, c'est simple. Et du coup, à chaque fois qu'on va calculer une valeur, pour un index donné, on va le mettre dans cet objet de cache. Bon, faut pas que je l'initialise à l'intérieur de la fonction, sinon ça va pas bien se passer. Voilà, que je passerai peut-être en paramètre, peut-être pas. Bon, je vais le laisser en global pour l'instant et on verra après pour voir si on le passe en paramètres, etc. pour éviter des dépendances externes. Donc en fait, à chaque fois, on peut je peux peut-être te poser la question directement. C'est pas, enfin, ouais, c'est un petit peu académique ce que je te demande. Mais quelle serait la différence entre faire un cache global et de le mettre dans la fonction? C'est-à-dire que si on le met dans la fonction, on va passer une référence du coup, entre chaque exécution du calcul et on va pas dépendre d'un contexte extérieur. Et donc en fait, la première exécution de la fonction contiendra le cache qui sera ensuite transmis à toutes les autres. Donc je sais pas si c'est une réponse académique, mais voilà, c'est ça que je peux dire. Il n'y a pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de bonne réponse, mais en fait, il faut faire attention à ce genre de choses. Par exemple, si tu passes dans la fonction le nom cache, c'est-à-dire la variable cache, est-ce que TypeScript ça utilise les variables par référence ou par valeur? Est-ce que ça recopie le cache à chaque fois que tu l'appelles? Alors, ça recopie que pour les valeurs primitives. Donc, c'est un string. Donc, ça ne recopie pas pour le cache. Donc, ce sera de la À mémoire partagée. partir du moment où tu as un objet ou un tableau, ça va faire une référence. Donc, ça ne va pas copier la valeur. Donc, en principe, on devrait être safe. Ok. Tu vois, c'est une histoire de trade-off. J'ai pas envie de donner de réponse, mais c'est juste, il y a des trucs à connaître par exemple, quand tu le passes en mémoire globale. Donc, comme tu l'as fait là, le let cache, tu pourras le réutiliser pour les autres appels de fonctions si jamais t'en fais d'autres. Alors que si tu le passes dans la fonction, en fait, à chaque fois, il va reproduire le cache, il va reconstruire le cache systématiquement. Mais ça ressemble beaucoup, en fait, à créer une classe, à créer un objet dans lequel il y aura en fait un cache à l'intérieur et une fonction, une méthode qui s'invoque et qui travaille sur l'objet, quoi. Donc voilà, je veux pas donner de réponse, je voulais juste discuter avec toi et je sais que tu es sensible, discuter avec toi en fait des trade-offs, c'est-à-dire des questions qu'on va se poser là-dessus, comment ça va se construire, qu'est-ce que ça va référencier. Donc là, TypeScript il m'embête parce que je n'ai pas typé mon objet. Donc on va faire ça. On va lui dire que on va utiliser un record number. Donc ça, c'est juste pour dire que ça va être un objet clé-valeur où on va avoir une clé de type number, puis une valeur de type number, ce qui me permet du coup d'assigner la valeur ici. Et donc là, je vais juste faire ça, calculation result, dans une constante pour pouvoir le mettre dans le cache avant de le retourner. Et voilà. Je crois que je te mets mal. Déjà, je pense que je t'ai mis mal à l'aise en te mettant dans cette situation parce que du coup, tu pensais à plusieurs choses et tu as plusieurs niveaux et je vois que tu as plusieurs niveaux de réflexion. Par exemple, ligne 5, je sais pas pourquoi on fait l'assignation du cache index égale index. Et qu'on retourne l'index. Est-ce que je t'ai pas coupé dans ta conversation ou dans ton implémentation et puis en fait tu as écrit cette ligne comme ça par hasard?
Oui, en fait, je m'étais dit que quel que soit quelle que soit la valeur produite, il faut, mais en fait, là, on n'a pas de calcul, donc Ouais. on s'en fout. Non, je me sentais coupable. Je savais que je t'avais coupé dans ton implémentation et que je t'avais fait écrire. Enfin, voilà, t'étais coupé, quoi. Je t'en prie, poursuis, excuse-moi. Pas de souci. Donc, bon, là, on va relancer ce test et voir euh, si ça va plus vite que tout à l'heure. Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. On a toujours un processus note qui tourne à 13% de CPU et qui tient plus d'une seconde. Donc, ça Alors ne déjà, résout ça, pas. ça pour moi, c'est un type particulier de rouge. C'est plus du tout du TDD. On a arrêté le TDD. Et c'est ça que j'aime dans l'expertise du craft, c'est que TDD, c'est un outil, mais là, on a dépassé le stade du TDD basique, quoi. Euh, Cette fonction, je pense que cette fonction, c'est une fonction de performance et que, à la limite, elle mériterait presque d'être dans un autre fichier qui serait un fichier exploratoire, un fichier en mode ouais, explore Fibo, un truc comme ça. Tu vois, quelque chose dans lequel tu puisses mettre justement tes fonctions de test bizarres, celles que tu sais même pas comment fabriquer, etc. Mais retournons sur le code de test. Je vais pas te faire changer ça, hein, je vais pas te faire l'affront. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? On crée un cache Ouais. qu'on initialise Non, à mais rien, c'est ça? je suis complètement con. En fait, on crée le cache puis on l'utilise pas. On pourrait peut-être faire quelque chose de bien, non? Ouais. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Donc, en fait, là, avant de faire le calcul, on va regarder si on n'a pas déjà une valeur qui est retournée par le cache. Alors, ça pourrait être bien de faire ça. Donc, par exemple, si cache de notre index, alors, avant de faire ça, je vais mettre cache value. Voilà. Donc là, TypeScript, il me dit, ben en fait, cache value existe forcément parce que ici, je l'ai typé en clé number et en valeur number. En fait, pour lui, toute clé number aura une valeur de type number assignée, ce qui n'est pas le cas puisque si on n'a pas encore calculé cet index, on va donc là, je vais faire un test tout simple. Si notre variable, notre constante, pardon, cache value est de type number, ce ne sera pas le cas si elle est de type si elle vaut undefined, et ben on va retourner la valeur de notre cache, retourner cache value directement, tout simplement. Sinon, donc là on fait un early return hein, pour empêcher l'exécution de la suite. Sinon, on fait le calcul de Fibonacci. Si on exécute, alors on a une erreur. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a une erreur de chiffre. Alors déjà là, l'exécution s'est faite en 4 secondes, mais j'ai l'impression que ça a été plus vite que ça. C'est fait assez vite et on a une différence dans la valeur qui est produite. Alors, est-ce que le calculateur que j'ai trouvé en ligne n'est pas bon? Je sais pas, mais ce que je peux faire pour t'aider, ouf, on a eu ce fichier de la part du client qui nous disait, tiens, j'ai essayé deux, trois valeurs. Euh, Alors, je vais l'ouvrir. je veux bien que tu le montres de manière à ce qu'on puisse partager les contenus. Ça marche. Alors, tac. Donc, c'est un fichier JSON. Hop. Voilà.
Et alors, il m'a expliqué, la première clé, c'est l'indice comme on a pu. Ouais. Et la deuxième, donc la clé, c'est l'indice comme on a pu. Et texto, hein. Et la deuxième, donc la valeur, il m'a dit que c'était en fait le nombre. Le Ok. résultat, le nombre de Fibonacci à l'index qui est écrit, donc apparemment tel qu'on a pu, ouais, il a fait des trucs bizarres avec le fichier, mais en gros, il a dû donner l'index du nombre de Fibonacci et sa valeur. Ok. Donc là, sur l'index 1000, on a cette valeur-là. Ouais, c'est ça, ça doit être ça. Eh ben, on va essayer ça. Pour l'index 1000. Bon, allez, je fais ça volontairement, c'est illisible. Mais comme ça, tu vas pouvoir me faire un reproche. Bon, ok, on va s'arrêter. On va faire une pause. Effectivement, c'est une bonne idée. C'est exactement ce qu'il faut faire. Là, tu es au-delà du TDD, tu es en train de faire de l'exploratoire. Tu peux le faire avec le TDD. J'adore comme tu te mets ceinture et bretelles. Donc, tu utilises quand même l'étape du TDD pour voir où tu es, mais de toute façon, tu sais que tu vas avoir un rouge et tu sais que tu vas pas pouvoir le faire et que tu sais que ça va être de la performance. Donc, ça mérite vraiment d'être dans un fichier particulier à partir de maintenant. Tu avais bien démarré, tu allais effectivement avoir des problèmes avec le format des nombres, des numbers, le calcul de ton cache. Je pense que tel que le client nous a envoyé sa valeur, tu allais aussi avoir des problèmes sur les très très gros nombres. Je ne sais pas comment se comporte TypeScript sur les gros fichiers, mais on allait sûrement avoir Romain qui allait devenir fou en mode ouais mais je sais faut aller trouver tel outil récupérer de bibliothèque ou charger tel nombre charger un fichier faire du open file ou du read file etc. Je suis sûr que tu nous aurais fait très plaisir, mais là il y a une limite de temps et je crois que je t'ai assez torturé comme ça. Ouais. Je vais te Bon, dire. là, on a pareil, on a une erreur de. Même avec l'index 1000, on a une valeur qui n'est pas la même. Je vais te dire, il y a des problèmes d'index, il y a des problèmes de format. Il faut effectivement regarder la chose. Il aurait aussi fallu voir quel est le dimensionnement de la performance, parce que là, une seconde pour calculer la suite de Fibonacci à l'index 1000 ou 10 000 ou 1 million, je pense que c'est ambitieux. Surtout en JavaScript. Mais l'entretien s'arrête là. Moi, ce que je peux dire, c'est que ça s'est très bien passé. Tu as eu toutes les bonnes références. J'ai apprécié cette façon de le faire en mode sparring partner et pas en mode je te donne une question, tu me donnes la réponse, je me tais et tu fais ton exercice et à la fin je te mets un 0 ou un 20 comme en colle de maths dans les classes de spé. Tu as une excellente intuition de ce qui est de l'implémentation, tu es très pragmatique, tu sais défendre tes idées. Je n'ai jamais eu aucun problème avec ta lecture de ce que c'est que la qualité de code, comment tu voulais narrer ton explication. Romain, bienvenue chez Edwin, ça me fait très plaisir à la fois de te connaître et de travailler avec toi. Merci. Donc, je garde mon boulot, c'est ça? Tu peux garder ton boulot encore 1 an avant que tu ne repasses sous mes fourches codines. Parfait. Bien, on peut peut-être résumer. Vous vous rendez compte que c'est pas vraiment un entretien classique, c'est un entretien de craft. Je ne veux pas lui faire un exercice de type kata où il va pisser son code, soit il l'a pas appris, soit il l'a appris, ou un exercice de type LeetCode où soit il connaît la réponse, soit moi, je vais jouer les sadiques en le titillant et en lui disant tu connais pas, oh, mon Dieu, et comment fonctionne le garbage collector, et l'event handler et les trucs comme ça. Je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir quelqu'un qui a une pratique du développement et du craft, qui est capable de construire un objet, un produit logiciel à la fois en capacité, c'est-à-dire en ayant des connaissances théoriques qu'il a prises, mais aussi en concertation, c'est-à-dire avec quelqu'un qui est avec lui et qui justement joue soit l'aide en mode Oracle, soit en pair programming
quand on est capable de partager un écran. Ici, c'est plus compliqué dans le contexte d'un entretien. Mais l'idée, c'est vraiment ça. Ne pas disqualifier la personne, ne pas user de sadisme dans les entretiens, ne pas poser des questions pièges, c'est toujours stupide. Essayer de maintenir cette coopération, parce que le craft, l'artisanat, c'est d'abord de la coopération. Et répondre à la question qui nous intéresse tous pendant l'entretien, c'est est-ce qu'on peut travailler avec la personne et est-ce qu'on a envie de travailler avec la personne? La réponse ici est évidemment oui. J'adore Romain, je passe de très beaux moments avec lui. À chaque fois, on discute de trucs. Et faire que l'entretien puisse être une occasion aussi de nous faire un entretien avec le candidat pour que le candidat, il sache s'il y a un bon fit et surtout, il apprenne quelque chose. J'ai envie, à la fin, surtout de passer la main à Vincent, parce que Vincent, à chaque fois qu'on a un entretien et que je suis un peu laxiste sur le truc et que je dis oh non il est nul ou oh, je le prends pas ou ouais il a rien capté, etc. Tu viens m'emmerder, tu me fais chier en me disant Rui, on a un standard et moi ça me fait chaud au cœur que tu me dises ça. Vincent, est-ce que tu peux partager avec nous le standard? Ouais, alors moi je suis persuadé que l'expérience candidat c'est quelque chose qui est primordial. Tu en as fait une petite démonstration. Alors forcément, le jeu est un petit peu faussé par le fait que vous vous connaissiez déjà depuis quelque temps. Mais l'idée c'était de faire ressentir aussi l'atmosphère. C'est l'étape de notre processus qui inquiète le plus. Les gens ont l'habitude de passer des entretiens d'embauche avec des gens qui ont des comportements, on va dire RH, ce qui peut être notre cas avec Michael, parce que c'est notre métier depuis quelques années. Ils ont moins l'habitude de passer des entretiens techniques et ils ont tous des a priori par rapport à ça, positifs, négatifs. Et je pense que c'était bien de ressortir cette atmosphère. T'as pas été dans le jugement, t'as été justement, comme tu le disais, plutôt sparring partner à essayer d'aider la personne. Alors ça a ses qualités parce que je pense que tu peux mettre les gens assez à l'aise. Ça a peut-être un défaut aussi, c'est que quand je rappelle moi les gens pour le débriefer de l'entretien sur le retour négatif, c'est souvent une surprise pour eux parce que le ressenti qu'ils ont eu pendant l'entretien, forcément était pas lié à ça, et donc du coup on tient à leur faire un retour. On a un niveau d'exigence chez Edwin, encore une fois, qui est lié à notre positionnement. Je veux pas nous faire passer pour des gens hautains ou pédants. Nous on est sur un positionnement qui est très ciblé, très particulier, le dev et le craft, de manière très qualitative, et donc forcément on va avoir un niveau d'exigence qui est élevé. C'est pas parce qu'on passe pas ce niveau d'exigence à un instant T que on est un mauvais ou une mauvaise développeur ou développeuse. Au contraire, tout le monde peut progresser, tout le monde peut apprendre. Si on peut à notre modeste niveau aider aussi à travers ces entretiens, c'est top. Et donc ce que disait Rui, c'est qu'effectivement je reviens souvent vers lui pour avoir plus d'informations, particulièrement quand le retour qu'on va faire est non. C'est important, et surtout de pouvoir donner des pistes d'amélioration vers où il faut creuser si la personne a envie. J'ai tous les types de retours. C'est jamais rigolo d'appeler quelqu'un pour lui dire non, c'est beaucoup plus sympa d'appeler quelqu'un pour lui dire on se tape dans la main et on passe à l'étape suivante. Maintenant ça fait partie du job, et c'est important pour nous que les gens repartent avec une bonne expérience. Il y a à peu près 80% des gens qui passent un entretien technique chez nous avec qui on ne poursuit pas, et si 80% des gens avec qui on discute pensent qu'on est une espèce de secte très hautaine et qui les méprise, finalement on va plus ressembler à grand chose à la fin. C'est pas du tout l'idée. Merci beaucoup, merci à tout le monde aux gens qui sont venus voir. Merci Baldir qui a pas mal participé, merci Fouad. Ouais, et il me crédite en plus à la fin, il m'a un remerciement. Pourtant, c'est passé ton entretien annuel, quoi. Merci à toutes celles et ceux qui sont passés. On se retrouve probablement tout début juillet pour le dernier live avant la pause estivale. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être tenu au courant de ce qu'on fait. Suivez-nous sur les différents réseaux. On est sur LinkedIn, on est sur Instagram, où vous pouvez voir pas mal une fenêtre ouverte sur la vie de l'entreprise. On poste plutôt des contenus qui sont liés à ça. Et sur Twitter aussi. Le replay très bientôt sur YouTube. C'est Esma qui va être ravie de faire un peu de montage. Et dès que c'est prêt, on vous met ça en ligne. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, nous dire ce que vous aimeriez voir. Apparemment, ça a pas mal plu ce soir. Les gens étaient contents. Donc pourquoi pas renouveler l'expérience dans un autre domaine bientôt. On demande à Romain. Romain, ça s'est bien passé? Tu t'es pas senti dégoûté, disputé, disqualifié
Non, ben, en fait, justement, c'est ça que je trouvais qui était intéressant de montrer avec l'entretien, le format d'entretien que tu proposais, c'est que ce qu'il faut voir, moi aussi, j'ai passé un certain nombre d'entretiens, sécurité psychologique. En fait, on s'en rend pas compte, parce que là, on a une bonne ambiance, etc. Mais bah, bien souvent, les candidats, quand ils arrivent en entretien, ils sont dans une situation où ils sont pas à leur avantage, il peut y avoir du stress, etc. Et en fait, le risque, c'est la page blanche, c'est le freeze de cerveau, c'est que finalement, on passe à côté de talents parce que la personne n'était pas en condition juste d'effectuer l'exercice. Et en fait, juste cette idée de changer un peu de dynamique et de se passer dans ce contexte où on accompagne, où on fait des retours, où on explicite et où la personne ne se sent pas jugée ou ne se sent pas humiliée. Ben en fait, c'est ce qui fait que en tant que candidat, on peut continuer d'avancer et on peut mener l'exercice à bien. Typiquement, pour reprendre l'exemple tout à l'heure, j'ai frisé à un moment donné, j'avais pas utilisé le cache. Bon voilà, ça, si on humilie la personne ou si on lui dit ah Matt, tu fais n'importe quoi, etc. Alors et qu'on n'essaie pas de se mettre à sa place, de dire bah oui, mais là si elle l'a pas utilisé, c'est qu'elle l'a pas vu, qu'elle est stressée, etc. Et ben en fait, ben on est sûr d'avoir que des entretiens négatifs et que tous ceux qui vont passer, ça va être ceux où la personne aura appris son truc par cœur et où elle n'aura pas eu besoin de mener une réflexion. Donc oui, moi j'ai passé un très bon moment. Merci Rui. Ben, c'est génial. Et ça n'empêche pas la critique, hein. Vous l'avez remarqué à travers tout l'entretien. On a quand même beaucoup critiqué le travail, l'output, la performance de la chose produite. Il y a pas la peine, c'est pas la peine de disqualifier la personne. On peut disqualifier et être critique vis-à-vis du produit. On peut aussi être assertif et performatif. Je veux ceci ou j'aimerais cela. Ça dépend comment la personne le prend. Faut peut-être un petit peu s'adapter en matière de communication. Ou alors, je m'attends à avoir ceci ou je m'attends à avoir cela. Et plutôt que de on a l'habitude de dire tell, don't ask, et on va même plus loin, on dit show, don't tell. C'est-à-dire que si jamais vous voulez avoir quelque chose et que vous savez le faire, ce qui aurait été génial, c'est de passer en mode pair programming pendant l'entretien, que je prenne la main et que je lui montre comment implémenter le cache si on avait eu un peu plus le temps, ce qui n'est pas le cas. Mais voilà, on peut faire des entretiens sympathiques, on peut rester professionnel, on peut avoir du sparring partner, on peut avoir des échanges. Et rappelez-vous qu'un entretien, c'est toujours dans les deux sens et que chez Edwin, même Vincent et Michael euh, sont très au courant là-dessus. Et Vincent, merci. Merci pour cette presse. Je Encore suis une désolé, fois, on merci à dépasse. vous deux, messieurs. Et on peut également tenir le timing d'une réunion avec Romain et Rui. Je vous avoue que ça, j'y croyais quand même beaucoup moins au départ. Merci, messieurs. Vous avez été d'une efficacité redoutable. Et ben, merci encore une fois tout le monde. On se revoit très bientôt. Passez une bonne soirée. À bientôt tout le monde.